Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Alors, nous allons évidemment parler des coupures de courant éventuelles. Hein. Je dis bien éventuelles parce que, tiens, je suis presque prêt à prendre le pari. Je vais m'engager devant des grands spécialistes de l'énergie, donc prendre le pari qu'il n'y aura pas de coupure. Mais on verra au mois de janvier ce qui va se passer. Bien, à propos des éventuelles coupures de courant, cède-t-on à la panique? Quelle est la réalité? Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons commencer en écoutant ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il était à Tirana, en Albanie. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification, le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Il n'a pas mâché ses mots et tout le monde en a pris pour son grade. D'abord les ministres. Les ministres, Olivier Véran qui le premier a parlé d'éventuelles coupures. Ensuite Elisabeth Borne qui a envoyé sa circulaire au préfet et qui a rendu public d'ailleurs l'envoi de cette circulaire. Pape Ndiaye qui nous a dit que les écoles allaient fermer en cas de coupure d'électricité, fermer le matin pendant 2-3 heures. Bon, ces ministres plus les opérateurs, Enedis avec la déclaration un peu curieuse de Laurent Méric, le porte-parole d'Enedis. Il y a aussi RTE. Enfin, tout le monde en a pris pour son grade. Nous allons regarder la réalité avec nos invités. Philippe Charlez, expert en énergie à l'Institut Sapiens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Fabien Chaunet, qui est consultant énergie, cofondateur et directeur général délégué de Direct Énergie. Bonjour. Merci. Bonjour, Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et puis Thierry Brosse, qui est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Thierry Brosse, bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous. Donc tout le monde en a pris pour son grade. Moi je regarde la réalité. Nous allons regarder la réalité. La réalité d'abord, c'est qu'aujourd'hui, nous battons un record d'importation d'électricité. C'est vrai ça, Fabien Chaunet? 14 gigawatts ce matin. C'est ça, 14 gigawatts, les Français n'y comprennent rien. 14 875 mégawatts ce soir à 21h, donc à peu près l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires ce soir à 21h. Nous importons 15 tranches, l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires ce soir à 21h. Bon, Il nous en manque 20, donc on voit où est la différence. Bon, il nous en manque 20, voilà. Bon, qui sont à l'arrêt. Absolument. Toujours. Oui, combien de réacteurs nucléaires sont encore à l'arrêt, là? Alors, pour là, il y en a environ une grosse vingtaine, on va dire. Il y en avait 27. Aujourd'hui, On en a remis en route le nucléaire, c'est à peu près 37 gigawatts, sachant que, on va dire, une tranche, c'est 1 gigawatt. On va le faire comme ça pour faire simple. Donc, on va dire on dispose à peu près de 60 réacteurs nucléaires et il y en a, en fait, 37 pour l'instant qui fonctionnent. Toujours. Donc, il en manque 23. Il en manque toujours 23. Voilà. Aujourd'hui, 23. Bon, vous m'arrêtez, hein. Thierry Brosse, vous êtes d'accord avec ces chiffres? Oui, il en manque un petit peu moins, mais on est bien sur ce genre d'ordre de grandeur et effectivement, les importations couvrent ce qu'il nous manque. Bon, alors, on importe d'où? Qui va répondre? Essentiellement d'Allemagne, Absolument. à peu près 8000 mégawatts d'Allemagne. Mais en fait, ce soir à 21h... Ça représente quoi, l'Allemagne, en pourcentage d'importation? Ah bah là, ça va être plus de la moitié des importations de la France. Plus de 50% aujourd'hui de l'électricité que nous importons vient d'Allemagne. On est d'accord. Mais en fait, tous les pays vont être contributeurs. Hein. C'est aussi assez rare. Donc la Grande-Bretagne, l'Espagne, même l'Italie et la Suisse vont être contributeurs à l'équilibre français ce soir. Voilà, vont nous vendre de l'électricité parce qu'on l'achète. Ils ne vont pas, ils nous vendent. Ils nous vendent, mais on l'achète cher cette électricité? Ah ben on l'achète au prix du marché, oui ça. Thierry Brosse. Oui, aujourd'hui, chaque heure où on est importateur, c'est de l'ordre de 6 millions d'euros pour notre facture électrique. Oui. C'est 6 millions d'euros l'heure en ce moment. Ça. Oui, à peu près.
Eh ben, dites-moi, déjà, j'apprends 6 millions d'euros. On importe 6 millions d'euros d'électricité en ce moment. Par heure. Voilà. Bon, alors qu'avant, c'était le contraire. On exportait. Alors, est-ce qu'il arrive dans l'année qu'on exporte de l'électricité ? Avant, oui. Depuis le début de cette année, je ne sais pas si nous avons exporté un seul mégawattheure d'électricité. Avant, c'était il y a bien longtemps. Avant, c'était il y a un an. Alors, il y a encore quelques périodes où on est exportateur net. Parce qu'attention, exportateur, il y a encore... Aujourd'hui, on va exporter de temps en temps vers la Suisse ou l'Italie. Mais en net, globalement, on est toute la journée importateur. Mais on est exportateur net encore un petit peu cette année, quelques rares moments où effectivement on va avoir très faible consommation et une production suffisante pour exporter. Alors, j'ai une question à poser, c'est que est-ce que cette électricité que nous payons et que nous achetons est plus chère que l'électricité que nous produisons nous-mêmes ? Alors on est dans un marché absolument général et européen. Donc si vous voulez, elle n'est pas plus chère. Elle n'est pas nécessairement plus chère. Elle est plus chère par rapport à notre coût moyen de production. Par rapport au coût moyen de production, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un marché européen et donc le prix est guidé par le marché. Point barre. Thierry Broz. Elle nous coûte plus cher que effectivement notre coût moyen de production, et aussi il faut le rappeler, on importe de l'énergie d'Allemagne qui est extrêmement carbonée, c'est-à-dire que il faut bien intégrer le fait que l'Allemagne, pour nous aider, est en train de carboner son électricité, et juste pour vous donner un ordre de grandeur, la pollution par mégawattheure produit en Allemagne est aujourd'hui supérieure à celle en Afrique du Sud ou au Nigeria. Donc effectivement, vous voyez, quand on nous explique qu'on va essayer de rendre ces pays plus propres, en fait, l'Allemagne est plus sale que ces pays-là. L'Allemagne est passée, depuis le début de l'année, elle était revenue à 35% de sa production électrique avec du charbon. Hier, c'était 50%. 50% de la production électrique allemande aujourd'hui, c'est du charbon. Pas du charbon, c'est de la lignite, qui est pire que le charbon. C'est pire. Donc l'Allemagne pollue plus que l'Afrique du Sud, quoi. Par mégawattheure produit, oui. Par non, mais ça, c'est très intéressant. Ce sont des réalités, c'est vrai, qu'il faut qu'on ait présent à l'esprit. Alors, pour poursuivre le débat, il y a un autre chiffre qui me paraît très intéressant. La baisse de la consommation d'électricité des Français s'amplifie. Le chiffre a été donné par RTE, 8,3% sur la semaine dernière par rapport à la même semaine de l'année précédente. C'est-à-dire que nous faisons plus attention. Oui, alors personnellement, je pense que ça cache quand même une réalité double. Il y a effectivement les industriels qui ont baissé leur consommation de manière assez significative, aux alentours de 10%, mais j'ai envie de dire pour des très mauvaises raisons, pour des raisons de prix. Pas pour des raisons de sobriété, mais uniquement, vous pensez ? Non, pas uniquement. Ils ont sans doute fait des efforts, mais c'est pas en claquant des doigts dans une industrie qu'on change radicalement sa consommation. Absolument. En revanche, quand vous avez des usines qui sont obligées de fermer ou de délocaliser parce que les prix deviennent intenables, oui, là vous avez une réduction de la consommation. Au niveau des particuliers, la baisse de consommation, d'ailleurs RTE l'a dit, à température équivalente, il faut toujours corriger de la température subie, elle est à peine 1 ou 2%. C'est pas très significatif. C'est pas très significatif. D'ailleurs, si on regarde le trend depuis le début des années 2000, on a réduit notre consommation énergétique moyenne en France d'1% par an. Ce qui veut dire que le 1% par an est quelque chose qu'on peut obtenir à la fois grâce à la technologie et grâce aussi à l'évolution des comportements. Oui. Réduire de 3%, ce qui correspondrait à annuler les importations russes de gaz, c'est déjà un effort considérable. Si on veut aller dans les 5 à 10%, derrière, vous l'avez dit, c'est de la récession économique assurée. Oui, ce sont les industriels. Ce sont les industriels, c'est Arcelor qui arrête ses chaînes de production. Vous arrêtez cimenterie, verrerie et sidérurgie, et puis alors là, vous trouverez des grosses quantités d'électricité, mais c'est évidemment au prix de la récession économique. Oui, parce que dans les bureaux, les sièges sociaux, c'est ce que dit RTE, dans les bureaux, dans les sièges sociaux des entreprises, dans les commerces de distribution, on n'a pas réduit la consommation d'électricité apparemment. Alors on peut quand même la réduire. Mais on peut la réduire. Il est quand même intéressant de savoir que l'occupation énergétique du tertiaire, donc l'occupation énergétique, c'est la durée pendant laquelle vous énergétisez le bâtiment. Oui. Il est absolument aberrant puisqu'il atteint près de 80% alors qu'il n'est occupé qu'entre 20 et 30% du temps. Donc là, il y a vraiment un pourcentage. On dépense trop d'électricité. On dépense trop d'électricité. Ce sont les tours qui restent allumées à la Défense ou les Champs-Élysées qui restent allumés. Donc là, il y a des térawattheures à gagner incontestablement. Mais ça n'ira pas jusqu'à 5 ou 10%. Bien, il est 11h12.
petite pause. Je vais faire une petite parenthèse parce que tout à l'heure, je poussais un petit coup de gueule. Je m'interrogeais dans tous les cas sur la politique conduite et notamment en matière de transport et de mobilité. Parce que c'est vrai qu'il y a ces 100 euros, ce chèque de 100 euros, un chèque ou une réduction d'impôt, je ne sais pas du tout, enfin, parce que on n'a pas les précisions. Et 10 millions de ménages, mais quel ménage, quel plafond pour toucher ces 100 euros, on ne sait pas. Mais si j'ai une voiture électrique, je les toucherai. Si je vais bosser avec ma voiture, hein, si j'ai bien compris, si j'ai une voiture thermique, je les toucherai aussi. Bon, ça c'est une chose un peu curieuse, mais on nous encourage actuellement à ne pas prendre notre voiture et puis on nous verse un chèque de 100 euros. Et puis, parallèlement à ça, on nous encourage à prendre les transports en commun, mais les transports en commun sont de plus en plus chers, fonctionnent de plus en plus mal et parfois n'existent pas. Tiens, Jennifer, qui est à Perpignan. Bonjour Jennifer. Bonjour Jacques Bourdin. Vous êtes à côté de Perpignan. Et vous dites, moi je viens abandonner ma voiture, mais il n'y a plus de train. Ben, c'est ça. Alors que c'est complètement aberrant, parce qu'on avait un système ferroviaire qui était, à une certaine époque, enfin, il y a 30-40 ans, déjà en place pour relier tous les petits villages autour des agglomérations qui sont plus importantes. Je pense, pour le coup, à Perpignan, qui me concerne, j'habite dans un village qui s'appelle Estagel, qui est à peu près 2 heures de route de Perpignan où je travaille chaque jour. Oui. Et en fait, on a des lignes de train, on a des rails, on a tout ça, mais c'est pas actif. Oui, c'est-à-dire, il y a des trains ou pas? Non, il n'y a plus de train. On a un petit train touristique qui survit. Il y a un train touristique, quoi. Oui. Ouais, qui survit pendant l'été. Le reste du temps, on fait comme on peut. Le bus pour Estagel à Perpignan, pour vous donner une idée, le week-end, on est obligé d'appeler le vendredi soir pour réserver une place de bus. Et pour faire en sorte que le bus passe, parce que sinon il n'y a pas de bus régulier en week-end. Oui. Bon. C'est vraiment compliqué d'être cohérente avec ce que nous demande le gouvernement, en fait. Le gouvernement, et puis parce qu'il n'y a pas que le gouvernement sur les bus, les trains. Il y a la région, le département qui sont concernés, évidemment. Mais je pense à notre ami Castex, qui vient de ma région, du côté de Prades, qui est maintenant directeur de la RATP. Président de la RATP, oui. Je pense c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il serait bien placé pour dans le concret, réaliser les manques, surtout dans notre région. Oui. Bon, écoutez, Jennifer, merci pour votre témoignage. Ça suscite évidemment beaucoup de réactions. Je le vois au standard, je le sais, au 0826 300 300, les problèmes de déplacement. Vous voulez dire quelque chose sur les problèmes de mobilité? Oui, alors, un petit chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on va prendre une tonne marchandises transportées, même pas, mais c'est aussi valable pour les passagers. Il faut savoir qu'une tonne marchandise transportée par train, c'est 8 fois moins d'énergie qu'une tonne marchandise transportée par camion. Voilà. Donc, pour simplement expliquer que le train est incontestablement un moyen de transport extrêmement efficace sur le plan de l'économie d'énergie, excepté que le fret aujourd'hui de la SNCF est extrêmement peu fiable pour des raisons de syndicats qu'on peut bien imaginer, et que pour cette raison, depuis le début du siècle, le transport par camion a été multiplié par 2,5 et celui par train a été réduit de environ 30%. Bien. Donc on arrive à des aberrations de ce type. Le train, on est d'accord. Bien, nous allons revenir au problème d'énergie. Dans un instant, il est 11h16 et j'attends vos témoignages. 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons d'éventuelles coupures de courant, ça a été évoqué par les uns et les autres. Est-ce qu'on cède à la panique? Nous avons avec nous Fabien Chaunet, consultant énergie, cofondateur et directeur général délégué de Direct Énergie, Philippe Charlez, qui est expert en énergie à l'Institut Sapiens, et Thierry Brosse, qui est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Alors, question, messieurs, est-ce qu'on cède à la panique? Qui veut commencer? Tiens, Thierry Brosse, est-ce qu'on cède à la panique? Non, je ne crois pas. Je crois que ce qu'il fallait comprendre, c'est que la transition énergétique, ça allait nécessiter beaucoup plus d'électricité et qu'on a complètement oublié. Vous parliez tout à l'heure de la mobilité. Vous savez qu'on souhaite mettre des voitures électriques. Ce qu'on a oublié, c'est que si demain, du jour au lendemain, on change le parc français de voitures thermiques en voitures électriques, il faut 10 nucléaires supplémentaires. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. Et donc, ce qu'il faut dans un système, c'est de la flexibilité et ce que je dis toujours, du gras.
Si vous n'en avez pas, eh bien, à la fin, c'est le consommateur qui va devoir s'adapter. Alors, est-ce que c'est la panique ou pas? Je crois que c'est juste qu'on découvre un nouveau monde, un monde où l'électricité devient un peu intermittente pour certains d'entre nous et on n'est pas du tout habitué. Ça ressemble plus à un monde du tiers-monde et voilà la réalité. Mais c'est quand même 10 ans de gribouille énergétique qui ont abouti à ça et je ne vois pas le gouvernement apporter une solution pour les prochaines années. Il va falloir mettre en place de très lourds programmes d'investissement pour produire plus. Oui, nous allons parler des solutions après, effectivement, pour ne pas vivre de panique, justement. Qu'en pensez-vous, Fabien Chaunet? Est-ce que nous cédons à la panique? Non, je crois pas. D'ailleurs, moi, je trouve que cette polémique sur les délestages et les coupures, ça me paraît un peu ridicule. D'abord, il faut rappeler qu'en France, en moyenne, les Français sont coupés plus d'1 heure par an, en moyenne tous les ans. Alors, avec des tous les ans, nous sommes coupés en moyenne par consommateur. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais non, parce que nous, dans notre petit microcosme parisien, on est relativement protégés parce que nos réseaux sont enterrés, on souffre beaucoup moins des tempêtes. Mais les gens en zone rurale, je pense qu'ils doivent rigoler de nous voir, nous paniquer, nous Parisiens, parce que eux, ils subissent des coupures beaucoup plus souvent que ça, et ils sont pas prévenus. Là, il s'agit de 2 heures de délestage avec un préavis de plus de 12 heures, donc vous êtes prévenus à l'avance, ça ne dure que 2 heures. Dans les campagnes, tous les gens qui vivent dans les campagnes ont subi des coupures bien plus de 2 heures, et sans aucun préavis. Ouais. Donc cette panique parisienne, à mon avis, elle fait rigoler dans les campagnes. Urbaine, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir l'intervention du président de la République. Le président de la République, il regrette qu'il y ait de la panique, et il s'énerve. Ça transpire pas la sérénité de s'énerver, surtout quand il dit que les pouvoirs publics transfèrent la peur. Mais indirectement, ça veut dire que les pouvoirs publics ont peur. S'ils transfèrent la peur, ça veut dire qu'ils ont peur. Donc je ne suis pas certain que ça soit très rassurant, cette intervention du président de la République. Non, moi j'ai l'impression que le gouvernement, là, il est un peu pris dans un dilemme qui est son choix en matière de passage de l'hiver, pour des raisons plutôt politiciennes, de bloquer les prix. Il a bloqué les prix, et donc effectivement, à partir du moment où vous bloquez les prix, vous incitez pas les gens à faire des économies. Donc, pour leur faire des économies, ils ont été obligés de leur faire peur. Moi, je pense qu'il aurait été mieux de dire toute la vérité, notamment des prix, en protégeant les plus démunis, parce qu'il est fondamental de protéger les plus démunis. Donc de laisser courir les prix? Pas forcément totalement, mais un petit peu. Mais c'est ce qu'ont fait les Allemands. Ouais. Les Allemands, ils ont décidé d'aider les consommateurs. Ils ont décidé d'aider les consommateurs. Surtout. Non, bien sûr. Non. Mais ils ont décidé d'aider les consommateurs sur une partie de leur facture, sur 80% de leur consommation traditionnelle, et sur les 20% restants, ils ont dit maintenant on va faire la réalité des prix. Et donc vous êtes incité véritablement sur 20% de votre consommation à la réalité des prix. Donc vous êtes vraiment incité pour des raisons économiques à baisser votre consommation de 20%. Et donc comme le gouvernement français, lui, il a décidé de bloquer les prix, il est obligé d'avoir une autre manière d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Et donc il essaye de faire peur. Et donc là, le président de la République, il est un peu pris dans son dilemme de stratégie pour faire en sorte que les consommateurs baissent leur consommation. Mais je comprends. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, je partage à peu près tout ce qui a été dit. Un bémol près, c'est que je différencierais quand même le long moyen terme du court terme. C'est-à-dire ce que Thierry Brosse a dit, tout à fait vrai. J'utilise d'ailleurs souvent le fait que la transition énergétique sera le grand remplacement des équipements thermiques par des équipements électrique. Oui. Et c'est vrai que tout ça va nous augmenter fortement notre demande électrique. D'ailleurs, les schémas de RTE montrent que d'ici 2050, la consommation d'électricité en France devrait pratiquement doubler. Et donc derrière, effectivement, d'où viendra cette électricité à long terme? Telle est la question. Maintenant, sur le court terme, il faut quand même revenir sur le fait de ce dont on a discuté au début, c'est-à-dire qu'il nous manque quand même 20 tranches de réacteurs nucléaires. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quand même quelque chose ça n'était pas le cas les dernières années, et donc ça pourrait encourager à une forme de panique. Alors, sans rentrer dans la panique, ce que je vais dire, c'est que ce sont quand même des chiffres qui sont assez peu rassurants. Et maintenant, quant au comportement du président, il est quand même assez paradoxal, parce qu'il refuse les scénarios de la peur, mais il nous parlait il y a à peine un mois je le cite, de fin de l'abondance et de grand basculement. Donc, derrière, effectivement, cette fin d'abondance et ce grand basculement, on peut quand même dire qu'il y a quand même un discours anxiogène de sa part. Donc, qu'il ne soit pas étonné que ces messages anxiogènes de son message anxiogène résulte un peu de peur et de panique. Thierry Brosse? Oui, moi je pense que c'est même plus la fin de l'abondance, c'est le début de la pénurie et ça va rester quelques années comme cela parce qu'encore une fois, il faut remettre ces centrales en route et ça c'est effectivement le court moyen terme et ça c'est la responsabilité d'EDF.
Mais il faut aussi, maintenant qu'on a nommé un nouveau patron à EDF, lui donner une feuille de route. Qu'est-ce qu'on veut? Puisque, comme l'évoquait Philippe, si on doit multiplier par 2 la consommation d'électricité et que l'électricité, la demande est égale à la production à tout moment, il faut bien la produire. Et donc, qui va la produire? Comment elle va la produire? Et où va-t-on la produire? Alors, quelles sont les solutions? Nous en parlerons après une page de pub, mais en attendant, je voudrais que nous prenions en ligne Sylvie, qui est à Agen. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, vous pensez qu'il y aura des coupures ou pas cet hiver, vous Sylvie? Alors, moi, écoutez, moi je crois plus du tout en ce que dit le gouvernement, donc comme ça c'est clair. Mais bon, s'il y a des coupures, alors l'histoire de faire peur, ça je peux vous dire, moi j'habite dans la ruralité. La peur, elle est en ce moment sur les personnes âgées. Les personnes âgées sont dans une terreur pas possible parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. Après, s'il y a des coupures, moi ce qui me fait vraiment peur par rapport à ces personnes-là, on va avoir beaucoup de décès parce que les personnes âgées, ce sont des personnes qui ont régulièrement froid, il fait chez eux, il fait toujours très chaud. Il va y avoir beaucoup de morts. Non mais Sylvie, alors justement, n'ajoutons pas un peu de panique sur les personnes qui sont avec des respirateurs artificiels. Pas de souci. Sur les personnes, comme on le disait, et comme le disait à juste raison Fabien Chaunet, à la campagne, les délestages d'électricité, on connaît parfois des coupures. On a l'habitude de les vivre, Sylvie. Hein, vous le savez bien, comme moi. Et d'une part, et d'autre part, s'il y a des coupures, elles seront très courtes, ces coupures. Il faut espérer, parce que si elles sont longues, vous savez, 2 heures, c'est énorme pour une personne âgée. Alors, 2 heures, madame, les études montrent qu'en 2 heures, on perd à peu près 1 degré de température dans un foyer, s'il n'est pas trop mal isolé, évidemment. Et oui, voilà, c'est toujours pareil. Alors, vous avez un préavis de 12 heures. Donc, contrairement à une coupure complètement imprévisible, liée à une tempête ou de la neige collante, où vous allez être coupé pendant plusieurs heures, là, c'est que 2 heures et vous êtes prévenu 12 heures à l'avance. Donc, à la limite, vous mettez votre thermostat à 1 degré de plus si vraiment vous êtes une personne âgée sensible et vous n'aurez aucun impact. Donc je crois pas que ça soit vraiment un problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la panique. Absolument. Oui, il faut d'ailleurs... Allez-y, Philippe Charles. Il faut d'ailleurs bien différencier la notion de blackout de la notion de délestage, parce que on est en train de mixer les deux aujourd'hui, que le blackout est effectivement un arrêt complètement imprévisible, alors que le délestage est au contraire un arrêt organisé. Ce qui change évidemment. Organisé avec des consommateurs qui seront prévenus. Avec préavis. Avec préavis, oui, évidemment, ce qui change beaucoup. Merci Sylvie pour votre témoignage. 11h29, un peu de pub. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 10h, qu'est-ce que je dis 11h32, le temps passe. Et c'est passionnant, hein, notre débat est passionnant, on apprend des quantités de choses. Alors, nous allons bien faire la différence avant de voir quelles sont les solutions dans l'immédiat. Bon, on achète, d'accord, de l'électricité ailleurs en Europe, mais il y a peut-être d'autres solutions dans l'immédiat, je ne sais pas. Enfin bon, je vais m'adresser à tous nos experts, mais je voudrais qu'on fasse vraiment la différence entre un délestage et un blackout. Un délestage, on est bien d'accord, le consommateur, le client est prévenu. Normalement, la veille à 17h, confirmation le jour même à 6h du matin. C'est ce qui est écrit dans la circulaire que Madame Borne a envoyée au préfet. Donc c'est clair, au moins on sait. Bon, mais le blackout, c'est autre chose. Alors je me tourne vers vous, Fabien Chaunet, qu'est-ce que le blackout ? Alors, vous le savez, l'électricité n'est pas stockable, donc les gestionnaires de réseau de transport doivent maintenir l'équilibre entre la production et la consommation. S'il y a un déséquilibre qui n'est trop important, là, le réseau de transport met en œuvre des moyens, notamment dits exceptionnels, pour éviter le déséquilibre. Donc l'interruptibilité des grands clients industriels, la baisse de tension qui fait baisser la consommation de tout le monde, les délestages tournants. Délestage, c'est des coupures volontaires. Oui. Les coupures, c'est involontaire. Le délestage, c'est des coupures volontaires qu'on organise avec préavis, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière à rééquilibrer tout ça. Mais vous savez, un réseau électrique, c'est un équilibre. Quand vous avez beaucoup de marge, c'est comme quand vous marchez avec des cannes, des béquilles, des garde-corps, vous n'avez pas de problème. Quand vous êtes à l'extrême limite du système, quand vous n'avez plus de marge de production, vous êtes un funambule. Et le funambule, il doit maintenir un équilibre. S'il n'arrive pas à maintenir cet équilibre, il tombe et là, ça fait très mal. Et c'est le blackout. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on risque un blackout en France aujourd'hui ? Mais la réponse est oui. On risque toujours le blackout. Pas qu'aujourd'hui, mais plus l'équilibre est compliqué à maintenir, plus le risque est élevé. Alors, je ne veux pas rajouter de la panique et de la peur. Il y a toujours un risque. Le risque est plus important aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd le contrôle du réseau, on perd tout le monde est dans le noir. Et ça, c'est arrivé. C'est-à-dire, s'il y a blackout,
Tout le monde est dans le noir. Vous avez vécu ça en Angola, je crois, Alors, Philippe Charlet. moi, j'ai vécu pendant 3 ans en Angola et effectivement, il y avait pratiquement 10 blackouts par jour. Et donc, ça veut dire que si vous n'aviez pas votre groupe électrogène, qui est évidemment une des solutions, ben, vous aviez de l'électricité. Il faut savoir aujourd'hui qu'au Liban, par exemple, j'ai un collègue qui est libanais. Il en revenait récemment. On a 2 heures d'électricité par jour et encore pendant ces 2 heures, il peut y avoir des blackouts. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, ce qui veut dire en France, le dernier blackout, c'est décembre 1978. Pendant 4 heures, 3/4 des Français se sont retrouvés dans le noir. 1978. Donc, il y en a eu un très célèbre à New York. Faut pas dire aussi, non plus que c'était mieux avant. Faut pas toujours dire que c'était mieux avant. Alors, hein, non, mais en 2003, c'est arrivé à New York. 50 millions d'Américains du Nord-Est se sont retrouvés coupés pendant plusieurs heures. En 2003, toute l'Italie. En septembre 2003, toute l'Italie, 56 millions d'Italiens ont été coupés pendant 48 heures. Non. Mais si. Mais comment on fait ceux qui étaient dans un ascenseur ou dans un métro ou dans un... Le record, c'est 2012. 2012, 670 millions d'Indiens ont été coupés pendant plusieurs heures. Donc vous voyez, ça peut arriver, c'est très compliqué. Le plus récent, c'est 2019, Argentine, Uruguay. Encore environ 50 millions de personnes ont été coupées pendant une dizaine d'heures. Donc on ne peut pas dire ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Donc il faut faire attention, oui. Et ça, de mon point de vue, c'est beaucoup plus inquiétant que les délestages tournants. Parce que là, l'impact sur l'économie, c'est colossal. Ça, on est bien d'accord. À New York, l'impact a été évalué à 6 milliards d'euros pour une journée de coupure. C'était pourquoi souvent, c'est une conjoncture d'éléments très favorables. Et souvent, il y a des lignes d'électrique qui tombent. En Italie, en 2003, c'est intéressant. Ce qui s'est passé en Italie, l'Italie était très importatrice, historiquement. Il y a une ligne d'interconnexion qui est tombée. Les autres sont tombées en cascade parce qu'elles étaient surchargées. Et du coup, l'Italie s'est retrouvée dans le noir. Quand on est très importateur, quand on dépend de l'étranger pour son équilibre, il suffit qu'il y ait une ligne qui tombe, les autres tombent en cascade et là, on se retrouve. Est-ce que c'était en hiver ou en été? C'était en septembre. Oui, donc c'est moins catastrophique qu'en janvier, quand même. Oui. Ah oui, mais quand on est très importateur et que les autres moyens de production ne sont pas allumés, ça pose problème. Oui, mais ce que je veux dire, les conditions climatiques étaient quand même probablement moins rigoureuses. Bien sûr. Alors Thierry Brosse, sur cette question-là, avant de voir quelles sont les solutions, sur cette question-là, oui, le blackout, évidemment, les conséquences d'un blackout, il y a risque de blackout. Risque, c'est exceptionnel quand même. C'est très faible, la probabilité est très très faible. La probabilité est très faible. Clairs, c'est très très faible. Hein, Thierry Brosse, c'est très faible. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vos autres invités ont dit. Et effectivement, pour nous aujourd'hui, on regarde plutôt un scénario avec des délestages qui seraient prévus et qui n'affecteraient les Français que 2 heures par jour au maximum. Et en plus, certains Français, c'est-à-dire les Français non prioritaires. Hein, donc, je crois que c'est ça. Mais je crois encore quand même que pour les Français, c'est un monde nouveau parce que quand même, le délestage, c'était pas quelque chose d'habituel. Et je crois que c'est ce changement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'on pouvait vivre avec un peu moins d'énergie, un peu moins d'électricité. Philippe l'a rappelé, effectivement, on fait des efforts. On arrive à baisser notre consommation d'énergie de l'ordre de 1% par an, mais pas beaucoup plus. C'est très, très compliqué. Et effectivement, quand on arrive au bout du bout et qu'il n'y a plus de flexibilité, eh bien, c'est les consommateurs qui doivent s'adapter. Et ça, je crois que c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que le monde de demain, est-ce que c'est un monde avec beaucoup d'énergie où finalement nos modes de vie sont préservés, ou est-ce que c'est un monde avec moins d'énergie et les consommateurs devront avoir des comportements énergétiques plus sobres? S'adapter, évidemment. Alors Thierry Brosse, aujourd'hui, il y a une réalité. La réalité, c'est que certains de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. La réalité, c'est que les énergies renouvelables, nous avons pris du retard en France par rapport à d'autres pays d'Europe, donc nous produisons moins d'électricité avec le renouvelable. Et la réalité, c'est que nous importons de l'électricité. Voilà la réalité. Comment répondre autrement qu'avec l'importation d'électricité? Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors court ou moyen terme? À court terme. À court terme. À court terme. Thierry Brosse va répondre. Thierry Brosse. Non, je crois pas. Alors, mais je crois aussi que ça pose la question de la cohérence d'une politique énergétique. Vous voyez quand même, on a à court terme relancé une centrale à charbon. Alors c'est tout petit, c'est minuscule par rapport aux problèmes qu'on regarde. Mais encore une fois, c'est ce même gouvernement qui nous explique régulièrement que l'on va sortir des énergies fossiles le plus vite possible, qui rallume une centrale à charbon, qui
réquisitionnent des salariés pour aller dans des raffineries, etc., etc. Et donc, la transition énergétique, elle doit être pensée de façon globale. Et on ne doit pas avoir de dogme. Autrement, on en arrive là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La solution, c'est des délestages plus ou moins longs, plus ou moins nombreux. Et encore une fois, on a quand même, il faut le dire, on a fait deux choses. On a relancé des centrales à charbon en France et en Allemagne. Et pour le gaz, parce que quand même on a oublié, on a rerouté des cargaisons de gaz, ce qui fait que le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, etc., eux font face à des blackouts. Ah oui, parce que nous utilisons le gaz qui devait les approvisionner. Oui, absolument. Et donc, eux, dans leur transition énergétique, ils ont pris 10 ans de retard parce que nous sommes suffisamment riches que quand Vladimir Poutine nous coupe le gaz, nous avons la capacité de payer cher des volumes qui viennent d'ailleurs. D'accord. Et qui viennent d'où? Norvège ou autre? États-Unis. Alors, Norvège, c'est la production en plus. Les États-Unis, c'est États-Unis essentiellement, mais qui étaient destinés à l'Inde, au Bangladesh et au Pakistan, qui eux avaient une politique énergétique, je dirais, cohérente et pragmatique. Oui, cohérente et pragmatique. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de solutions, quoi, si je comprends bien, hein, pour répondre à notre manque d'électricité dû notamment et essentiellement au nucléaire. Le problème, pardon, mais c'est bien beau, bon, très bien, mais tout le monde dit le nucléaire c'est formidable, d'autres disent les renouvelables c'est formidable, mais le nucléaire, pour construire, il faut beaucoup de temps pour développer, et le renouvelable, vu les problèmes administratifs, pour développer le renouvelable en France, il faut aussi beaucoup de temps. Hein, les raisons ne sont pas les mêmes, mais on en arrive à la même problématique. À hypothèse, oui, et puis on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, surtout. Non. L'un, le nucléaire est pilotable, comme le gaz, comme le charbon, comme le fioul. Les renouvelables ne le sont pas. Et ils sont spécialement très inefficaces en hiver. Oui, non mais d'accord, mais enfin, le renouvelable, donc, si on avait le niveau de renouvelable d'autres pays d'Europe... Ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien? Mais non, ça ne changerait rien. On produirait plus d'électricité. Ça participerait un peu à la sécurité d'approvisionnement, mais sans garantie par rapport au caractère variable de ces produits. Non, mais vraiment au minimum. Le matin et le soir, vous auriez beau multiplier par 10 la capacité solaire. Le problème n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de soleil. On sait ou de stockage. Alors, le stockage est un autre sujet qui est loin d'être résolu aujourd'hui et qui prendra du temps. En ce qui concerne l'éolien, il faut savoir qu'en cas d'anticyclone polaire, c'est-à-dire par grand froid, quand justement on a besoin d'électricité, il n'y a pas de vent. Donc c'est un peu l'image de rajouter dans un logement des radiateurs sans recycler l'eau. Donc ça ne sert à rien. Oui, non mais j'ai compris que vous préférez le nucléaire. En été, très bien, il y a plein de soleil, plein de vent. Oui. Ou disons plus. Donc à ce moment-là, ça devient beaucoup plus efficace. Mais la solution... Je voudrais pas opposer le nucléaire au renouvelable. Mais je ne les oppose pas. Parce que je pense que c'est complémentaire. Je pense que c'est complémentaire. L'hiver difficile, l'été oui. Mais par exemple, un pays comme les Pays-Bas, où il y a beaucoup de renouvelables. Aux Pays-Bas. Non, renouvelable, non. Quel est le pays d'Europe? C'est le Danemark. Ou le Danemark. Danemark a 60% des produits. 60%. Mais comment font-ils alors en ce moment? Ils ont l'avantage d'être interconnectés avec les pays scandinaves, qui ont des réserves hydrauliques très importantes qui peuvent venir les aider quand ils n'ont pas de vent. Avec un marché de dupes. C'est-à-dire un marché de dupes. Le marché de dupes, il est simple. C'est que quand le Danemark a trop d'électricité, elle le déleste en Norvège, qui l'utilise pour remplir ses barrages, et elle paye même la Norvège pour cette électricité excédentaire. En revanche, quand il n'y a pas assez de vent au Danemark, c'est pas au même prix que les Danois importent l'électricité norvégienne. Mais les Norvégiens sont les plus riches du monde, on comprend pourquoi. Voilà. Et donc ça veut dire que ça montre la différence entre éolien et hydroélectricité. Oui. L'un est pilotable, l'autre pas. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose à ce propos, Thierry Brosse? En Europe ou ailleurs en Europe, comment fait-on? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes que nous? Je crois que les pays reviennent à du pragmatisme. La Grèce, par exemple. Allô? Je vous entends plus. On a une coupure là. Là, on a une coupure avec Thierry Brosse. Oui, Thierry Brosse qui nous disait que la Grèce, vous êtes, oui, vous savez. Alors, je pense que la Grèce a remis du gaz et du charbon aussi dans son mix, mais à vérifier. Mais je pense que c'est ce qui se pense que c'est ce qui vous très bien. On va développer le nucléaire, très bien, mais on peut pas tout miser sur le nucléaire. Non, donc ça veut dire alors qu'est-ce qu'il faut faire à côté? En 2050, il y aura toujours de l'électricité gazière dans le mix électrique. Il faut pas rêver. Oui. On peut essayer de sortir du charbon,
et de remplacer ça par du gaz, parce que le gaz est quand même 2 fois moins émetteur que le charbon, et les centrales à gaz 2 fois plus efficaces. Mais par contre, il faut pas rêver, on ne va pas, comme le souhaitent certains, ni faire du 100% nucléaire, ça ne marchera pas, ni faire du 100% renouvelable. Ça veut dire qu'on sera bien devant un mix équilibré, avec une partie gaz, une partie nucléaire et une partie renouvelable. Ça me paraît évident. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a un élément qu'on oublie beaucoup dans le mix énergétique, je trouve ça dommage. S'agissant des causes de la situation dans laquelle on est, d'abord, on a tendance à accabler la production nucléaire, qui a des soucis effectivement de maintenance. Mais ces soucis-là étaient relativement prévisibles. D'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire, depuis 2007, dit systématiquement au pouvoir public, attention, si on a un défaut générique sur le parc, il faut qu'on soit capable d'assurer notre propre sécurité d'approvisionnement. Malheureusement, le choix de la France au début des années 2010, c'est de dire, si on a ce problème-là, on fera appel aux imports. On utilisera nos interconnexions, on fera appel aux imports pour garantir notre propre sécurité d'approvisionnement, et a décidé du coup de fermer 12 gigawatts de centrales pilotables. Alors effectivement, essentiellement au charbon et au fioul, plus Fessenheim, pour des raisons de prétexte écologique, alors qu'en fait, quand on utilise les imports, on sait bien comment c'est produit de l'autre côté de la frontière, notamment en Allemagne, donc c'était vraiment un prétexte. Donc moi, je pense que c'était une erreur stratégique de fermer ces moyens de production pilotables, qui étaient des marges de manœuvre pour permettre de se prémunir des situations avec des aléas très défavorables qu'on connaît aujourd'hui sur la production nucléaire et sur le gaz. Maintenant, pour l'avenir, je propose pas de réouvrir cette centrale, même si on l'a fait pour Saint-Avold, parce qu'on avait vraiment besoin. Pour l'avenir, je pense qu'il y a un élément sur lequel il faut qu'on travaille, c'est le pilotage de la consommation. Pour éviter d'avoir des pointes de consommation quand il fait très froid, il faut qu'on équipe tous les radiateurs électriques, ou demain les pompes à chaleur, de systèmes de communication connectés qui permettent de les piloter à distance. Et il vaut mieux couper des radiateurs électriques et des pompes à chaleur pour passer la pointe que de délester totalement la consommation d'un foyer. Agir sur la distribution et la consommation. Et il faut utiliser les nouveaux moyens de communication pour avoir une consommation intelligente. On ne peut plus adapter la production à la consommation. Il faudra demain qu'on adapte la consommation à la production. Oui, je comprends très bien. Appelle les smart grids, en fait. Bon, absolument. Alors, il est 11h46. Je vais reprendre. On a rétabli la liaison avec Thierry Brosse dans un instant. Et puis Guy aussi nous appelle de Paris pour intervenir. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h49, Guy est à Paris. Bonjour Guy. Bonjour Monsieur Bourdin, merci encore pour cette belle émission. C'est passionnant, hein Guy? Oui, mais je vous suis, Monsieur Bourdin, depuis très longtemps. Donc il n'y a pas que Sud Radio est une radio formidable. Bien. Vos émissions sont formidables. Merci Guy. Bien, donc j'ai 72 ans. Je suis né en Afrique du Nord. J'ai vécu dans une petite ville qui s'appelait Medellín et Funtatawin. Oui. Mon père était militaire, donc nous avions de temps en temps fourni par l'armée, le fort à côté de la petite maison dans laquelle nous habitions, de l'électricité, mais pas tout le temps. Donc nous vivions avec la lampe à pétrole, première chose. Et on s'en est toujours bien tiré. Je suis toujours vivant. J'ai été mon propre patron, chef d'entreprise toute ma vie. La première chose qu'un patron doit avoir, c'est de jamais avoir peur. Oui. Un véritable patron n'a pas peur. Donc ces ministres et autres qui dégagent de l'insécurité, de la peur, c'est inadmissible. C'est une seconde chose. La troisième chose, toute situation qui risque d'être mauvaise doit être appréhendée. Ça signifie de faire un entraînement à cette situation. Donc, c'est au contraire mettre des atouts pour appréhender la mauvaise situation. Ça signifie qu'il faudrait même dès maintenant faire des coupures en rotation, d'accord, faire des coupures pour voir où sont les niveaux de défaillance. Parce que c'est pas au dernier moment, lorsque la des exercices en quelque sorte, des tests. Oui, Monsieur Bourdin, des exercices. Toute situation qu'on sait, parce qu'on ne peut pas être sûr de tout. Nous ne sommes pas sûrs de tout, d'accord? Nous ne connaissons pas l'avenir. Donc on sait qu'on risque d'avoir des coupures. Bon, il ne faut pas avoir peur. Donc on va dire, on va faire un entraînement pour voir quelles sont les défaillances, quels sont les points sensibles sur lesquels... Comprends. Voilà, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Bon, merci Guy pour votre remarque et votre proposition qui va être discutée. Il a raison, Guy. C'est du bon sens. Oui, alors d'abord, il a raison sur un point, c'est que la peur n'éloigne pas le danger. Donc avoir peur, ça sert à rien et c'est pas rassurant pour les autres. Oui. Donc ça, c'est une certitude. Deuxième point sur l'exercice. Oui, il a relativement raison. D'ailleurs, ça se fait notamment dans l'industrie quand on a ce type de sujet, on fait des exercices. Là, c'est un peu compliqué pour des raisons d'exercice de couper les gens. Ce que Guy doit savoir, c'est que de toute façon, ces délestages tournants
ils sont automatisés dans le système électrique. Justement, pour éviter de perdre le contrôle du système électrique et d'avoir un blackout, il y a un système de délestage automatisé quand la fréquence des centraux, donc quand il y a trop de consommation par rapport à la production, c'est arrivé le 4 novembre 2006. On l'a peut-être tous oublié, mais le 4 novembre 2006, c'était un samedi soir à 22h, il y a eu un problème sur une ligne en Allemagne qui a provoqué un déficit de production dans tout l'ouest de l'Europe. Il y a plus de 10 millions de Français qui ont été automatiquement délestés pendant plus d'une demi-heure pour rééquilibrer le réseau européen. Donc c'est vrai qu'on a oublié. Donc, tout le monde l'a oublié parce que finalement une demi-heure de coupure, oui, on l'a tous vécu, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, attendez, on n'a plus de téléphone pendant une demi-heure, on n'a plus d'ordinateur pendant une demi-heure, tout le monde est paniqué. Mais en fait, pour répondre à Guy, ça marche. Ça marche même de manière automatique. Donc, je vois sourire Thierry Brosse. C'est pas vrai, Thierry Brosse? Oui, moi je me permettrais juste de revenir sur un propos que vous aviez évoqué tout à l'heure qui me semble très important. Vous évoquiez le fait de ne pas opposer les énergies. Et ça, je pense que c'est très important et je pense que nos auditeurs doivent comprendre que si on veut de l'énergie, si on veut de l'électricité, il n'y a pas de façon magique de la produire et que toute production d'énergie, d'électricité génère des inconvénients. Le nucléaire, le déchet, le charbon, le CO2, etc., etc. Et donc, il faut être en capacité plus tard de les trier. C'est-à-dire, une fois qu'on aura retrouvé un peu de flexibilité, de marge, de gras dans ce système, il faut être en capacité de les trier. Et ce tri, normalement, il se fait par le prix du CO2, puisque ce que l'on souhaite le plus ardemment, c'est sortir de ce problème climatique et donc de baisser nos émissions de CO2. Mais vraiment, un problème très important pour moi, c'est demain, si on doit produire de l'énergie, il faut que les Français acceptent qu'il y aura des inconvénients pour ceux vers qui on va produire de l'énergie proche de chez eux, que ce soit une éolienne, que ce soit d'un panneau solaire ou que ce soit une nouvelle centrale nucléaire. Voilà, vous avez raison Thierry Brosse. Et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur le consommateur et le producteur. Il va falloir que le producteur, finalement, écoute plus le consommateur et que le consommateur s'adapte à la situation. Alors, c'est à lui de s'adapter à la situation, non ? C'est vrai. Donc en fait, il y a d'un côté ce qu'on peut appeler une politique de la demande, c'est-à-dire que c'est la demande qui guide l'offre, c'est un peu ce qui est souhaitable, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement, non, que ce soit l'offre qui guide la demande, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt la demande qui guide l'offre. Et c'est pour ça que les prix sont relativement élevés. Et donc, on n'est pas encore arrivé dans une situation où c'est le consommateur qui va en fait imposer l'offre par sa sobriété heureuse. Alors j'ai une question à poser. Est-ce que si le consommateur était plus raisonnable, les prix seraient moins chers ? Ah, incontestablement, oui. Mais regardez, en France, nous consommions moins, les prix seraient moins chers. Mais sans consommer moins, en consommant mieux. Les prix en France, alors que les coûts de production sont beaucoup plus faibles que dans le reste de l'Europe, les prix en France sont 30% plus chers qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de défaillance en France, il y a un risque d'insuffisance de production. Pourquoi ? Parce qu'on a du chauffage électrique, beaucoup, et que quand on fait ça, on consomme trop. Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous a pas poussé à être intelligent par rapport au chauffage électrique. On ne nous a pas poussé à le consommer au bon moment. Je vous donne un exemple. Vous citez qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, vous avez encore 15 millions de foyers en France qui ont un tarif identique toute l'année. Le même prix en été, en hiver, la semaine, le week-end, la nuit, le jour. Alors qu'on a des compteurs dits intelligents qui permettent de faire des tarifs beaucoup plus compliqués, on a encore 15 millions de foyers qui ont des tarifs idiots, permettez-moi de le dire, qui n'envoient aucune incitation. Si au moins ces clients-là avaient un prix jour-nuit, ils pourraient chauffer un peu plus la nuit, un peu moins le jour, et donc éviter les pointes. Évidemment. C'est quand même pas compliqué, c'est très facile à faire. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on le propose. Malheureusement, on ne l'a pas fait parce qu'on ne s'est pas préparé, et Guy a raison, on aurait dû se préparer en disant utilisons nos compteurs intelligents pour faire évoluer notre tarification, pour éviter ces grosses pointes électriques. Thierry Brosse ? Oui, on est dans le monde de la communication et donc tout cela aujourd'hui est possible et devrait être accéléré. Je crois que c'est une chose cette crise va déboucher sur une chose, c'est effectivement ce genre de choses, c'est ce smart grid, être de façon plus intelligente et puis ensuite, parce que c'est le début, on a besoin de cela pour ensuite imaginer comment on peut stocker l'électricité parce que ça c'est encore le grand problème pour les décennies à venir. Voilà, merci Thierry Brosse. Philippe Charlet. Oui, moi je dirais qu'on est donc aujourd'hui beaucoup plus dans une crise d'offres que dans une crise de demande, ce qui fait augmenter les prix. Et d'un autre côté, les signaux gouvernementaux, même si on peut les comprendre sur un plan social, sont pas les bons signaux. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, si je me rappelle bien, on cumulait les réductions totales plus les réductions du gouvernement, on baisse instantanément le prix de l'essence de 50 centimes. Enfin, je suis désolé, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire à moyen et à long terme. Bien, merci messieurs. C'était absolument
absolument passionnant depuis 11h. Il est midi, vous êtes sur Sud Radio, merci beaucoup. Nous allons parler de toute autre chose, mais aucun lien quand même, indirect, l'immobilier. Dans un instant, parce que le président de la fédération, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, sera avec nous. Il a des propositions à faire, à la fois pour accélérer l'accession à la propriété et en même temps pour accélérer les économies d'énergie. Bah tiens, les travaux de rénovation. Il a une proposition qui est très intéressante et qui s'adresse à tous les retraités qui sont propriétaires. Vous allez comprendre, il est 11h57.